et nous en parlons plus longuement avec vous. Michael Brett, bonjour. Bonjour. Vous présidez le cabinet de conseil Partitus Consulting. Bonsoir, bienvenue. Nouvel ordre mondial, ce sont les mots qu'ont employé Sergueï Lavrov. Quand il emploie ces mots, ce n'est évidemment pas anodin. C'est un concept qui fait référence à la guerre froide, même à l'après-guerre froide pour être précis. Oui, c'est des mots qui sont utilisés dans le cadre d'une négociation sur le règlement du conflit, mais pour l'instant, nous sommes dans une autre négociation. Nous sommes dans la renégociation de l'accord céréalier. Et disons que pour cet accord-là, la notion d'un nouvel ordre mondial n'est pas pertinente. En revanche, la Russie tente d'intégrer toutes les négociations dans un cadre plus large, parce qu'elle cherche justement à changer d'échelle géostratégique pour ne pas rester sur le plan purement national ou régional. Soyons clairs, elle tente de surfer sur une vague qu'elle a peut-être déclenchée, l'appétit pour un nouvel ordre mondial, et ce n'est pas elle qui l'a à la main pour le définir ou l'amener, ce nouvel ordre mondial. Elle est trop affaiblie de plusieurs manières. Ces mots de Sergueï Lavrov vont dans le sens de cette stratégie anti-occidentale qu'a présentée la semaine dernière Vladimir Poutine ? Alors, oui, mais ça, c'est un message, disons, purement interne. Le message qui est plus à destination soit du bloc occidental, soit du reste du monde, est un message qui est, disons, de rééquilibrage, puisque c'est ce qui est désiré par un certain nombre de pays, un grand nombre de pays en fait, en dehors du bloc occidental, que ce soit les non-alignés, les désalignés, tous ces pays qui cherchent à ce que leurs intérêts soient, disons, au milieu d'un jeu qui soit plus multipolaire. Et c'est finalement un message de la diplomatie russe qui est à destination de plusieurs auditoires et qui, en fait, sert uniquement à essayer disons, de compenser un problème qui est que la Russie est sur un pied d'infériorité économique qui a été amené en particulier par l'effet des sanctions et qui lui permet difficilement de soutenir cet effort de guerre qui est très prolongé et très exceptionnel si on regarde l'histoire récente des efforts d'influence extérieure de la Russie, qui étaient des interventions de beaucoup plus faible intensité et ou beaucoup moins longs que l'effort de plus d'1 an maintenant qu'on a en Ukraine. Oui, contrairement à ce qui s'était passé en Crimée en 2014 par exemple. La Russie justement, est-ce qu'elle a les moyens financiers et humains de continuer cette guerre? En tout cas, jusqu'à quand? Alors, le système économique et financier russe a commencé à ne pas trop souffrir des sanctions, en particulier à cause de l'effet contradictoire du prix des matières premières énergétiques qui avait énormément augmenté. Mais maintenant, les coûts économiques commencent à se faire de plus en plus sentir. L'endroit sur lequel, disons, le secteur et le marché sur lequel la Russie a encore la main, c'est justement cette question céréalière, mais pas seulement. Les questions d'engrais également, engrais azotés. Et donc la renégociation, je parle de renégociation de cet accord parce qu'il avait été prolongé de 60 jours. Le 19 mars, oui. Tout à fait. Donc ça nous amène à mi-mai. Donc pour l'instant, on est dans les clous. Voilà. On est dans la préparation de cette négociation qui va s'accélérer à la dernière minute. Mais c'est bien évidemment sur ce dossier que la Russie a sa carte à jouer et qu'elle la joue, sachant que cet accord, elle le sait pertinemment, n'est pas lié nominalement, mais est lié dans l'esprit des négociateurs à un autre accord qui est celui concernant les exportations céréalières et d'engrais de la Russie. Parce que cet accord dont on est en train de considérer la négociation concerne les exportations ukrainiennes qui sont très importantes, en particulier pour l'huile de tournesol et pour les engrais. Mais la Russie, les exportations de Russie en matière d'engrais particulièrement sont extrêmement importantes et font partie d'un autre accord qui le met en dehors des sanctions occidentales, qui permettent à la Russie de s'assurer, de financer, de se faire acheter ses matières premières. Et cet accord n'est pas nominalement lié, mais évidemment, si l'accord ukrainien n'est pas renouvelé, ce deuxième accord sera beaucoup plus fragile.
La Russie qui donc a la main clairement sur cet accord et qui en est bien consciente, on l'aura bien compris. Vous évoquiez tout à l'heure l'auditoire auquel s'adressait justement la Russie et par la voix de Sergueï Lavrov, en l'occurrence le chef de la diplomatie russe. Dans sa visée, il y a la Chine. Oui, alors l'auditoire de la diplomatie russe est intérieur pour les Occidentaux et pour les pays tiers. Dans les pays tiers, il y a deux grandes catégories. Il y a l'ensemble de tous les pays notamment africains, qui souffrent des problèmes sur les marchés internationaux et qui poussent pour ce nouvel ordre. Et disons que pour cet auditoire-là, la Russie a très bien joué parce qu'elle a gagné la guerre de la communication. Elle n'est pas blâmée de manière unanime pour l'augmentation l'été dernier des prix des céréales. Et donc elle a déjà bien gagné, mais maintenant sa victoire est fragile et il va falloir qu'elle fasse attention de ne pas apparaître comme celle qui met en danger ces accords. L'autre auditoire, c'est, comme vous l'avez mentionné, la Chine, parce qu'en fait, pour la création de ce nouvel ordre mondial, c'est bien elle qui a la main, c'est bien elle qui a les cartes en main, en particulier vu sa position économique de court terme et sur le très long terme. Et c'est essayer de mettre la Chine derrière elle qui est tout l'enjeu de la diplomatie russe en ce moment pour recentrer ce débat, pas seulement militairement à une échelle plus grande, mais aussi économiquement. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michael Brett, d'avoir été l'invité de France 24 ce soir.